Défendre la langue de Molière dans l'Empire du Milieu. C'est la mission qu'a acceptée Antoine Lopez en rejoignant un bastion de Choix niché à 1900 mètres d'altitude, l'Alliance française de Kunming. C'est au cœur de l'université du Yunnan qu'Antoine Lopez nous partage le récit de sa trajectoire personnelle, son regard sur la société contemporaine chinoise, les liens historiques qui unissent la France et le Yunnan et ses recommandations gastronomique. Bonne écoute à toutes et à tous. Et surtout à cause de votre mauvais caractère. Oh, quel caractère! Quel caractère! Mauvais caractère, mais joli nez. Très joli nez. Alors, peut-être donc dans un premier temps, si vous voulez bien nous partager un petit peu votre parcours personnel et puis les raisons qui vous ont amené à vous retrouver aujourd'hui à la tête de l'Alliance française de Kunming. Écoutez, bah oui, bien volontiers. Mon apprentissage du chinois, enfin, mon lien avec la Chine a commencé assez tôt finalement, puisque j'avais fait un peu de chinois au lycée. Donc, j'étais au lycée c'était à Rennes, au lycée Émile Zola, qui avait une section de chinois. C'était une des premières sections en fait, qui fait du chinois. Alors, j'ai fait ça de 2 ans. Après, j'ai arrêté parce que j'ai changé de lycée, donc j'ai pas pu continuer. Il y a toute une période après où je n'ai plus du tout fait de chinois jusqu'à l'université. Et donc là, j'ai fait une licence de chinois à Paris 7, à Denis Diderot. Donc, qui n'avait pas encore à l'époque fusionné avec l'INALCO, puisque maintenant ils sont sur le site des Grands Moulins avec l'INALCO, mais à l'époque ils étaient à Jussieu, au campus de Jussieu. Donc c'est très intéressant, c'était vraiment la découverte du chinois, hein, la découverte bien de l'apprentissage des caractères, lecture des caractères, la découverte aussi d'une autre langue, d'une grammaire qui était assez simple, hein, en tout cas, enfin, ce qu'on nous avait enseigné. Bon, alors c'est vrai que c'était bien d'avoir ce bagage. Académique hein, pour apprendre la langue. Néanmoins, j'ai très vite déchanté lors de mon premier séjour en Chine en 2005, où j'ai atterri à Shanghai et j'ai passé un mois à Nankin, où je me suis rendu compte que ce que j'avais appris à Paris 7 ne m'était pas d'une très grande utilité, puisque à part pouvoir déchiffrer quelques caractères, mon chinois était incompréhensible pour la plupart des gens, et moi-même, j'étais bien incapable de comprendre ce qu'on me disait dans la rue. Donc bon, j'en suis arrivé à la conclusion que il fallait peut-être sans doute apprendre le chinois en Chine. Donc, ce que j'ai fait l'année d'après, j'ai fait encore un séjour d'un mois à la BLCU, parce que j'avais obtenu une bourse du gouvernement chinois, du Hanban à l'époque, pour passer un mois à la BLCU. Donc, je passais un mois. Bon, j'ai sans doute fait des progrès, mais en un mois, on n'atteint pas non plus un niveau faramineux. Donc, bon, voilà. Et l'année d'après, j'ai refait encore un stage à Peking chez Fantasue. Donc, c'était en 2007. Et donc, j'avais prévu de rester un mois pour ce stage de chinois. Et finalement, je suis resté 7 ans, puisqu'en fait, je ne suis pas retourné en France à l'issue de ce stage. Je suis resté en Chine. Je me suis inscrit à Peking Weiguo Taisue, donc la faculté des langues étrangères de Pékin. Et j'ai fait un an de chinois, à la suite de quoi j'ai trouvé un emploi en Chine. Donc, j'ai travaillé au sein d'un programme conjoint entre une école de commerce française et l'université du commerce extérieur de Pékin, Donc, je suis resté un certain nombre d'années dans cette structure. J'ai travaillé également à l'Alliance française de Pékin. J'ai travaillé pour Campus France également. Depuis le début où j'ai commencé à passer des concours, je nourrissais l'envie de retourner en Chine et je voulais y retourner dans des conditions un peu plus intéressantes. Donc, c'est pour ça que j'avais en tête l'idée de pouvoir bien revenir dans le réseau culturel français au sein des alliances ou des instituts français. Et donc, j'avais candidaté sur plusieurs postes en Chine. Donc, j'avais ciblé plusieurs alliances françaises, parce qu'il n'y a pas d'institut français en Chine, hein. Il y a un institut français qui est à Pékin, qui est vraiment qui est niché au sein enfin, qui est directement géré par l'ambassade, mais il n'y a pas d'institut français qui dispense des cours de français. Ce sont uniquement les alliances françaises qui ont cette fonction, cette mission en Chine. Et donc, j'avais candidaté sur plusieurs alliances et j'ai pu choisir en fait une alliance parmi les trois qui m'étaient proposées. Et je n'aurais pas mon choix, puisque Kunming, c'est une des villes les plus agréables de Chine, hein. On a une température quasiment idéale toute l'année. On a une vingtaine de degrés toute l'année. Et c'est une province qui a des liens très forts et très anciens avec la France, hein, puisqu'il y a une présence française comme tout au long du 19e siècle et du 20e siècle. C'est un peu le prolongement de la présence française en Indochine. Et on le sent, hein, c'est notamment les Français qui ont introduit le cinéma en Chine à partir du Yunnan, puisque c'était le consul Auguste François qui avait commencé à réaliser des documentaires cinématographiques, notamment en se filmant la construction de la voie de chemin de fer du Yunnan qui relie Kunming à Hanoï. Et il avait aussi fait des scènes de vie, des scènes de marché.
Voilà, c'est un petit peu par Kunming que le cinéma s'est introduit en Chine. Voilà. Donc ça, c'est un lien fort qui existe entre le Yunnan et la France. Et puis, on voit aussi dans l'alimentation, hein, les gens ont une alimentation. Il y a quand même certains apports de la France qu'on note au quotidien. Le vin, le Yunnan est un producteur de vin. Le pain, qui est très présent aussi dans la cuisine. Voilà, donc il y a ça, il y a autour du fromage aussi de bonne qualité dans le Yunnan. Donc, voilà. Donc on a quand même certaines petites choses, d'accord, qui restent de la France. On a des bâtiments de type français qui ont été construits par les missionnaires. Par exemple, dans le campus de Yunta, on a le bâtiment Huize-Yanlo qui a été construit sur des plans d'un architecte français. Et on a bien entendu l'hôpital qui a été construit par Calmette, une des premières médecins français qui est venue s'installer en Chine, qui est toujours présent à Kunming et qui est l'hôpital le plus renommé de Kunming. Donc voilà, donc Kunming, c'était un choix aussi un choix de cœur, mais aussi de raison, puisque je pense qu'avec ces liens forts entre la France et la Chine, il y a vraiment un travail enfin, il y a quelque chose d'intéressant qui peut être fait au niveau de la coopération. Et puis, voilà. Alors, c'est ouais, une expérience très, très riche. Alors, il y a, il y a beaucoup de choses. Je voulais revenir sur ce que vous avez mentionné au début de votre réponse sur les trois universités que j'ai retenues. Donc, vous avez vécu au moins dans trois universités chinoises, si j'ai bien retenu. C'était donc la BLCU à Pékin, Beijing Shefan Daxue qui est aussi à Pékin, et Weiguo Yuan Daxue qui est aussi une université chinoise de Pékin. C'est vrai que quand on rencontre des étrangers qui sont en Chine ou qui ont vécu en Chine, souvent ils font des petits échanges universitaires assez courts. Alors pour vous qui avez vécu, qui avez pu comparer dans trois universités différentes, comment vous avez fait pour vous adapter aux différences d'un occidental qui évidemment en général a une expérience assez différente de son université française? Oui, alors je dirais que j'ai même pu comparer entre quatre universités, parce que j'ai travaillé également au sein d'un programme conjoint entre une école de commerce française et une université qui s'appelle Doewa et Tsimota, ce qui est maintenant, à ma connaissance, je crois que c'est l'université qui accueille le plus d'étudiants étrangers, ou la deuxième de Chine. Et c'est un peu spécialisé là-dedans, hein, c'est un peu leur niche, ils accueillent énormément d'étudiants internationaux. Alors comment je peux comparer une université française et une université chinoise? Oui, c'est ça. Disons, je me dis que vous êtes partie des rares Français qui ont vraiment bénéficié d'une expérience de fond avec plusieurs mois dans plusieurs universités Mm. différentes. Donc, j'imagine que vous avez une expérience assez différente du français qui, en général, s'expatrie sur un semestre, qui va être hébergé dans un dortoir pour étudiants internationaux. Alors, je suis curieux de savoir un peu comment est-ce que ça s'est passé pour vous, et puis surtout, comment ça s'est passé en tant que Français sur un campus chinois, puisqu'on sait que les standards qui s'appliquent en France sont assez différents des standards qui s'appliquent pour les étudiants chinois. Oui, tout à fait. Alors, bon, c'est vrai que j'ai pu noter que beaucoup d'étudiants français, en tout cas, il y a une époque, c'est peut-être moins vrai maintenant, mais dans les années 2000, il y avait beaucoup d'étudiants français qui venaient faire, comme vous dites, un semestre à Shanghai souvent, ou alors un stage. Et j'ai pas l'impression que ça leur apportait, enfin, que ça avait une valeur ajoutée très importante, puisque finalement, en un semestre, on ne pouvait pas déjà avoir le bagage linguistique nécessaire pour pouvoir vraiment comprendre le pays et puis être opérationnel en Chine. Et c'était des séjours oui, qui, à mon sens, c'est trop court. Après, j'avais vu aussi des étudiants, alors pas tellement des Français, c'est vrai, mais d'autres nationalités, qui faisaient des séjours longs, des fois 4 ans, par exemple. En fait, la grande différence entre les étudiants français et les étudiants d'autres nationalités, donc des pays comme en général moins avancés ou avec un niveau de vie plus faible, c'était qu'ils jouaient un petit peu le jeu finalement du parcours académique chinois. C'est-à-dire qu'ils apprenaient le chinois dans le but véritablement d'apprendre une matière en Chine, d'apprendre une spécialité en Chine. Alors que la majorité des étudiants français qui venaient en Chine, bien sûr il y a des exceptions, c'est vrai que globalement ils venaient dans le cadre d'un échange culturel, linguistique, faire 6 mois en Chine, puis ils repartaient. Et je suis pas sûr que ça leur apporte grand-chose. Alors tous ces étudiants internationaux qui viennent en Chine, qui viennent souvent de pays émergents, hein. C'est des étudiants qui viennent d'Amérique du Sud, qui viennent du Pakistan, qui viennent d'Inde, de Russie, beaucoup aussi. Ceux-là, oui, par contre, ils faisaient le choix eh bien, de vraiment d'apprendre le chinois pour ensuite apprendre, je ne sais pas moi, la médecine, faire des poursuites dans l'ingénierie ou poursuivre dans des écoles des études de relations internationales ou de commerce international. Et ceux-là, c'est vrai que après l'obtention de leur bankroll, leur licence, ils étaient parfaitement capables de s'insérer sur le marché du travail chinois. Et si, quand bien même, ils voulaient rentrer dans leur pays d'origine, bah, là, ils avaient une valeur ajoutée qui était énorme, puisqu'ils étaient capables de travailler en chinois en Chine,
dans un domaine dans un domaine, dans leur domaine de spécialité. Donc ça, c'est vrai qu'après, si ces gens-là faisaient le choix de rentrer dans leur pays d'origine, bah, effectivement, je pense qu'ils pouvaient quand même trouver des positions, enfin, des postes qui étaient à la hauteur de leurs compétences. Ouais. Ouais. Donc je pense que oui, effectivement, si je pense qu'à l'époque, il y avait beaucoup d'étudiants français qui faisaient le choix de venir un petit peu en mode tourisme académique, c'est-à-dire qu'ils venaient passer 6 mois en Chine. Bon, mais je ne suis pas sûr que c'était forcément. Enfin, si, c'était intéressant d'avoir une première ouverture sur la Chine, mais je pense que c'est pas suffisant en tout cas pour pouvoir après capitaliser là-dessus et rentrer en France et travailler dans les entreprises sino-françaises, quoi. Je pense pas qu'ils avaient une valeur ajoutée énorme. Et la preuve en est que dans ces entreprises sino-françaises, la plupart de ces postes sont occupés par des Chinois, par des agents, enfin des gens d'origine chinoise qui ont appris le français. Ouais, tout à fait. Hmm. Et vous, entre guillemets, est-ce que vous avez eu le sentiment d'avoir été traité comme un étudiant français en Chine au cours de ces 4 expériences, ou est-ce que vous êtes vraiment acclimaté à la vie d'un étudiant chinois? Alors moi, j'ai pas fait non plus cette démarche qu'ont fait certains étudiants internationaux dont je parlais tout à l'heure, puisque moi, finalement, je suis arrivé en Chine, j'ai fait des séjours linguistiques assez courts finalement au début, à part mon séjour de 1 an à Peking Weiwei Taipei. Et après, j'ai travaillé assez rapidement. J'étais arrivé en Chine comme assez tard déjà. J'avais déjà 25 ans, donc j'étais plus vraiment un étudiant, un jeune étudiant de 18 ans. Donc je suis arrivé un petit peu tard et donc j'ai travaillé très vite. Donc je peux pas dire que j'ai été vraiment traité comme un étudiant chinois de base. Ça aurait pu être mon cas si j'étais arrivé plus tôt, si j'étais arrivé à 18 ans et j'aurais fait mes 2 ans d'apprentissage du chinois suivi d'un bain creux dans une université chinoise, mais c'est pas mon parcours. Donc non, j'ai jamais eu le sentiment véritablement d'avoir été traité comme un étudiant chinois, dans le sens où j'ai pas suivi ce parcours académique du début à la fin. Et alors, c'est assez amusant parce que vous avez quitté, donc vous disiez 2013-2014, qui étaient les pires années en termes de pollution à Pékin. Et en fait, ça correspond vraiment aux années où moi, je suis arrivé en 2016. Et c'est vrai que en 2016, j'ai vraiment entendu de très nombreuses fois ce genre de témoignages et qui me paraissait assez étonnant parce que du coup, moi, je suis arrivé dans un Pékin où il y avait énormément de lignes de métro et où il y avait aussi beaucoup de ciel bleu et très peu de pollution. Et donc, j'avais cette espèce de décalage entre ce que j'entendais comme témoignage qui devait donc du coup être juste les 2, 3 années d'avant et puis ce que moi je vivais au quotidien. Et c'est vrai que nous, à part l'hiver, on était assez préservés de la pollution. Enfin, en tout cas, ça a été mon ressenti dans les années 2016 jusqu'à 2019-2020. Ah bah, vous avez eu de la chance parce que l'année 2013, c'était quand même très pénible. Il y avait beaucoup de gens qui s'interrogeaient sur, enfin, notamment ceux qui avaient des enfants. Moi, ce qui n'était pas mon cas, mais ceux qui avaient des enfants, ils se demandaient, bon, je me rappelle qu'à l'époque, au lycée français, les étudiants, ils étaient confinés il y a des jours où ils étaient confinés dans un grand gymnase. Ils avaient un gymnase comme ça avec une sorte de cloche. Et là, ils avaient installé des purificateurs d'air, mais pas un seul, hein. Il y en avait au moins une vingtaine pour garantir un niveau de qualité de l'air suffisant. Et les autres parties du lycée étaient non occupées à cause de ça. Donc il y avait vraiment des journées où la question se posait, enfin vraiment, tout le monde le voyait, quoi. Même les gens qui voulaient faire la sourde oreille ou qui voulaient faire l'autruche, je veux dire, on pouvait pas, on nageait dans un nuage de pollution, on avait une visibilité à 5 mètres. Bon, c'était pas comme ça tout le temps, mais ça avait duré 3 semaines, je me rappelle, c'était en novembre, entre novembre et décembre 2013. Et là, vraiment, tout le monde se posait des questions, quoi. Enfin, Alors, j'imagine que votre quotidien aujourd'hui doit être bien différent, puisque si je me trompe pas, l'Alliance française de Kunming est installée sur le campus de l'Université du Yunnan. Donc, vous êtes entouré par la nature et vous êtes au cœur d'un grand parc, c'est ça? c'est ça. Alors non, c'est vrai que là, par contre, à Kunming, on a la chance d'avoir un air qui est pur, hein, qui est même de meilleure qualité qu'à Paris ou que dans plein de villes françaises, en tout cas, enfin, dans de grandes villes françaises. Donc ça, c'est vrai que c'est une chance. Bon, comme je vous disais tout à l'heure, on a un climat qui est un climat de rêve, hein. On ne peut pas rêver mieux. On a 20 degrés toute l'année, c'est parfait. On a peut-être un mois d'hiver ou deux. Et effectivement, on est situé en plein cœur du campus historique de l'UNTA. Donc, c'est un campus c'est le campus qui est dans le centre-ville, hein, parce que maintenant, la grande partie de l'université, la majeure partie de l'université a été délocalisée à Changgong. Changgong, c'est une ville nouvelle qui est à 1 heure à peu près de Kunming. Donc, nous, on a la chance pour l'instant de demeurer sur le campus historique. Donc, un campus qui est très beau, effectivement, comme vous le mentionnez, avec plein d'arbres, un campus arboré. On a le bâtiment historique, hein, que je citais tout à l'heure, Rue de Yuan. Non, on a cette chance. On a des locaux quand même qui font près de 300 mètres carrés, qui ont été entièrement décorés et meublés grâce au soutien de l'ambassade. On a eu une subvention d'à peu près 50 000 €
pour refaire toute la décoration. Donc, on a des beaux meubles en bois massif, on a des boiseries sur les murs. Enfin, c'est très beau, hein. La médiathèque de Kunming, sans vouloir me vanter ou sans vouloir faire de la publicité, sans vouloir prêcher pour ma paroisse, c'est l'une des plus belles du réseau, hein. Alors, peut-être celle de Pékin, parce que forcément, l'Alliance Rose de Pékin partage ses locaux avec l'Institut français, donc ils ont des moyens dont nous ne disposons pas. Mais peut-être à l'exception de Pékin, je pense qu'on a une des plus belles médiathèques du réseau. Ouais. Et puis vous avez un cadre formidable. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu qu'est-ce qui fait que cette université du Yunnan a cette sensibilité ou cette proximité avec la langue française? Bon, j'irai pas jusqu'à dire, bon, il faut reconnaître les faits, hein. Le Yunnan actuellement est plus tourné vers les pays d'Asie du Sud-Est, la Birmanie, la Thaïlande, le Vietnam, le Laos, le Cambodge, que vers la France. Clairement, ils sont au cœur des routes de la soie. Enfin, ils ont un programme spécifique qui s'appelle le delta du Mékong. Et donc, le Yunnan a clairement mis le cap vers l'Asie du Sud-Est. Donc, leur priorité, c'est de tisser des liens avec l'Asie du Sud-Est. Donc, la France n'est pas leur priorité. Il faut être honnête, c'est pas leur priorité. Bon, nous, ce qu'on essaye vaguement de ce qu'on essaie de faire, c'est essayer de s'intégrer un petit peu dans ce dessin du delta du Mékong pour essayer de revivifier les liens qui ont existé entre des pays anciennement francophones tels que le Vietnam, le Cambodge et le Laos et Kunming. C'est pas évident tous les jours. C'est vrai qu'on, quelque part, on ressort un petit peu un passé douloureux ou un passé qui n'ont pas en force, que les gouvernements en place n'ont pas forcément envie d'évoquer. C'est pas forcément quelque chose qui a le vent en poupe ou même qui est en accord avec le discours dominant que ce soit côté chinois ou même côté vietnamien ou cambodgien. Donc voilà. Donc il faut être assez subtil, c'est-à-dire qu'on peut pas non plus avancer là-dessus de manière, on peut pas, enfin, il faut avancer, on marche un petit peu sur des œufs, c'est-à-dire qu'on peut pas non plus glorifier le passé colonial de la France. Mais par contre, on peut essayer de rappeler l'apport culturel qu'il y a pu avoir cette période-là, ou tout simplement les liens qui se sont tissés en dépit d'un passé colonial. C'est-à-dire qu'on peut très bien, sans faire l'apanage de la colonisation, dire que malgré tout cette période, quoi qu'on en pense, des liens se sont tissés dans le domaine culturel, dans le domaine économique, des populations se sont rapprochées. Et voilà, et c'est un fait. C'est-à-dire que c'est même pas avoir un avis sur donner un avis sur sur ces faits historiques, c'est juste ces faits historiques ont rapproché des populations. Voilà. Donc peut-être qu'en amenant ça sous cet angle-là, c'est possible que ça passe mieux. Donc oui, il y a un intérêt à l'Université du Yunnan pour la France, sinon il n'y aura pas eu d'alliance française, mais on sent aussi que nous ne sommes pas la priorité de l'Université du Yunnan. La priorité est clairement donnée à l'Asie du Sud-Est. Ouais. Et ça, vous l'expliquez par des raisons plutôt de type de nature économique. Vous le disiez, c'est quelque chose qui s'inscrit dans le programme des routes de la soie. Mhm. Est-ce que vous pensez que c'est un changement qui a été perceptible récemment ou c'est une priorité qui a été donnée depuis plusieurs années maintenant? Je pense que c'est comme assez récent, parce qu'à la création de l'Alliance française, il y avait un engouement pour la culture francophone, pour la France et pour les pays occidentaux en général. C'est-à-dire qu'à l'époque, la Chine ne jurait que par les États-Unis et l'Occident. C'est-à-dire que c'était vraiment, elle voulait absolument renforcer ses liens avec les pays occidentaux et avec l'Europe, qui était un marché quand même relativement accessible, relativement ouvert. Là, depuis quelque temps, on note que la Chine se ressente sur sa sphère d'influence asiatique, et nous, notamment des régions qui étaient totalement délaissées, hein. Je veux dire, avant la Birmanie, le Laos, le Cambodge, ça n'intéressait pas du tout les Chinois. Pour eux, c'était des pays du tiers-monde pauvres, sans intérêt. Alors que là, maintenant, en fait, ces pays-là représentent un débouché économique pour la Chine. C'est-à-dire que tous les produits qui sont produits, enfin, qui sont en surplus au sein de l'économie chinoise peuvent trouver un nouveau débouché dans ces pays-là qui sont moins avancés que la Chine, mais qui, malgré tout, connaissent une croissance économique très dynamique. Même un pays comme le Cambodge, qui était il y a quelques années un pays du tiers-monde, maintenant c'est un pays émergent et il y a toute une classe moyenne qui est capable bien d'acquérir des produits chinois, de pouvoir, enfin, voilà, de pouvoir se consommer, de pouvoir acheter des voitures chinoises, des biens des produits électroniques. Donc là, maintenant, ces pays-là représentent un débouché sérieux pour l'économie chinoise, quoi. Donc Kunming, c'est le hub qui relie la Chine à ces pays-là. Et notamment toutes les lignes TGV il y a des projets très ambitieux. Il y a une ligne qui doit relier normalement Kunming à Singapour, qui est déjà en partie construite, puisque la ligne va déjà jusqu'au Cambodge, jusqu'au Laos, pardon, excusez-moi, jusqu'à. Et normalement, elle arrive maintenant jusqu'à la frontière nord thaïlandaise. Et à terme, une fois que les accords avec le gouvernement thaïlandais ont été trouvés,
elle descendra jusqu'à Singapour. Ça sera toute la Thaïlande. Et il y a une autre ligne de construction côté vietnamien. Et à terme, il devrait aussi y avoir des lignes, ça c'est un peu moins avancé parce que la situation est trop instable en Birmanie, mais il devrait y avoir des lignes aussi vers la Birmanie, oui. D'accord, donc la Chine a beaucoup de relais de croissance en Asie du Sud-Est. Donc la production domestique chinoise, en fait, s'exporte beaucoup dans cette région-là. Voilà. Hmm, Kunming joue vraiment un rôle central dans cette stratégie puisque c'est la porte d'entrée vers l'Asie du Sud-Est de la Chine. d'accord. Mais c'est ça, c'est très récent parce qu'il y a quelques années, il y avait plutôt la volonté de maintenir une frontière hermétique avec les voisins, en gros de se protéger de ces voisins un petit peu instables et turbulents, par lesquels pouvaient transiter des produits stupéfiants, de la drogue ou d'autres trafics illicites. Là maintenant, on a plutôt tendance à avoir une ouverture vers ses voisins, mais bien entendu une ouverture contrôlée et une ouverture quand même au bénéfice de la Chine, vers ses voisins moins avancés, mais malgré tout qui connaissent une croissance dynamique et qui sont un véritable relais de croissance pour la Chine. D'accord. Et alors, ça me fait penser à la stratégie un peu globale de la Chine et du gouvernement chinois. Est-ce que vous avez le sentiment que ces prises de décision correspondent à des décisions locales de la province, ou est-ce que tout ça est vraiment chapeauté par Pékin? Bien capable de vous le dire, mais je pense que quand même, connaissant un petit peu la Chine, tout ça est pensé au niveau central et après est encouragé au niveau local. Mais tout ça, il y a un dessein national. Toutes les grandes politiques, de toute façon, des politiques de cette ampleur, des politiques géostratégiques et qui s'adressent et qui qui sont du ressort de la diplomatie, sont forcément pensées au niveau central. Ouais. D'accord. Oui, c'est vrai que, alors malheureusement, j'ai jamais eu l'occasion de visiter Kunming et c'est sur mes prochaines destinations, mais c'est vrai que l'image que j'en ai, un peu l'image d'Épinal que j'en ai, ça correspond pas à la province qui a beaucoup d'argent, qui est très prospère et qui est très tournée vers le mercantilisme. Au contraire, j'imagine ça plutôt comme la province où le rythme de la vie est un peu plus lent et où les gens peut-être sont moins tournés vers la consommation. Est-ce que c'est aussi l'image que vous en avez? Bah, il y a encore enfin, si on compare avec des villes comme Pékin que j'ai connues, moi j'ai un peu l'impression que Kunming, c'est Pékin il y a 10 ans. Et malgré tout, Pékin en 10 ans, c'était pas non plus une ville endormie, une ville pauvre. Donc voilà, Kunming est en train de rattraper un petit peu son retard sur les grandes métropoles de l'Est de la Chine. Malgré tout, oui, le rythme de la vie il est quand même plus lent. Les commerces ouvrent plus tard. En général, il n'y a rien ouvert avant 9 10 heures. Et tout se ferme assez tôt, hein. Après 21 heures, il n'y a plus de vie enfin, la ville s'endort, quoi. Donc c'est une ville quand même qui a un rythme assez provincial. C'est vrai que le climat y est pour quelque chose. Le climat plutôt là, c'est un climat assez agréable. Donc les gens sont un petit peu en mode chill. Enfin, ils sont assez relaxés. Et les gens se prennent leur temps. Des fois, on se demande si les gens ont vraiment un travail ou pas. On les voit dans les salons de thé, on les voit dans les cafés. Oui, 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 se prélasser. Enfin, il y a quand même une certaine dolce vita comique qu'on retrouve pas dans toutes les villes chinoises. Peut-être à Chengdu, on pourrait avoir un petit peu ça. Euh, mais malgré tout, on sent quand même que c'est une ville qui, voilà, c'est pas une ville pauvre, hein, c'est une ville maintenant qui est quand même assez développée. Il y a le confort moderne que vous pouvez trouver dans une ville, dans une grande métropole. Il y a 5 lignes de métro. Il y a le TGV qui dessert maintenant beaucoup de destinations. Il y a une nouvelle ligne TGV qui va ouvrir, qui va relier Chongqing, oui, assez prochainement. Donc là, ils ont déjà 2 gares TGV, il y en aura une troisième. Il y a un aéroport international qui a rien à envier à une ville comme Paris, hein. En fait, c'est l'aéroport de Kunming Changshui. C'est en fait une copie conforme du terminal 3 de l'aéroport de Pékin. Donc, il est gigantesque, il a des dimensions d'aéroport international, puisque le dessein de Kunming, c'est d'être un hub pour l'Asie du Sud-Est. Eh bien, ils ont développé un aéroport international oui, aux standards internationaux, vraiment, hein. Là, on a vraiment un grand aéroport qui est relié à la ville par un TGV, par une navette ferroviaire. Enfin bon, voilà, donc c'est vrai que globalement, il y a des malls comme on en trouve dans toutes les grandes métropoles d'Asie. Au niveau de l'urbanisme, au niveau enfin, je sais pas, moi, l'aménagement urbain, c'est quand même plutôt très bien mis en place, hein. La ville est propre, nettoyée régulièrement, les chaussées sont bien entretenues, bien pavées. Bon, voilà. La seule chose qu'on pourrait noter, c'est que peut-être qu'il y a eu, à mon avis, il y a eu peut-être une ambition un petit peu trop grande au niveau de la construction. Donc, on a énormément de buildings qui ne sont pas achevés. Il y a un petit côté un peu Detroit City, là. Il y a vous allez voir beaucoup de friches, des bâtiments qui ont été commencés mais jamais achevés. Ça, vous le voyez notamment dans le centre-ville parce qu'il y avait vraiment une volonté de remodeler complètement le centre-ville en construisant des grandes tours, des buildings. Et peut-être que l'ambition a été enfin, le curseur a été placé un peu trop haut. Donc, du coup, là, vous allez vous balader dans le centre-ville, dans les lieux les plus précis du centre-ville de Kunming.
et vous verrez des bâtiments qui sont inachevés. Voilà, ça c'est assez marquant. Donc du coup, point positif, l'immobilier à Kunming est vraiment très bon marché, hein. Donc, si vous voulez louer ou acheter, bon, si vous êtes là sur le temps long, mais louer un appartement, vous pouvez trouver des biens vraiment très confortables à des prix vraiment dérisoires. Ouais. Mm. Intéressant. Oui, c'est vrai, quand vous avez mentionné les bâtiments non achevés, ça me fait penser à souvent depuis l'Ouest. Alors là, je suis à Vancouver, mais je suis aussi pas mal les médias français. Et on a l'impression d'entendre souvent deux sons de cloche. Soit un son de cloche qui est vraiment dithyrambique sur la Chine qui est en train de devenir la nouvelle superpuissance qui va dépasser les États-Unis, etc. Ou alors un son de cloche beaucoup plus pessimiste où on entend, par exemple, les fonctionnaires qui n'ont pas été payés depuis plusieurs mois, beaucoup d'instabilité sociale, l'inquiétude par rapport à la démographie, toutes ces choses-là. Vous, quel est votre regard un peu sur ça? Est-ce que vous avez plutôt une vision optimiste sur l'avenir proche de la Chine? Bah, disons que c'est compliqué parce que c'est vrai que, mais je pense qu'à mon avis, quand même, il faut quand même des investissements dans les bons domaines au bon moment. C'est-à-dire que par exemple, on voit par exemple le développement de la voiture électrique. C'est flagrant, hein. Même une ville comme Kunming, qui n'est pas vraiment la ville, on n'est pas à la pointe de ce qui se fait en Chine. C'est pas la ville la plus riche de Chine, loin de là. Malgré tout, je dirais que dans le parc automobile dans la ville, il y a au moins 40%, 45% des véhicules qui sont déjà passés à l'électrique. Donc, je pense qu'ils ont quand même la taille, hein, du pays, leur permet de faire des économies d'économies dans plein de domaines. Donc, ça leur donne une masse critique que peu de pays ont au monde, à part peut-être les États-Unis. Donc, ils peuvent se permettre de faire des investissements pertinents dans certains domaines, notamment dans la voiture électrique, même dans la recherche. Ils sont en train de, quand même de combler leur retard dans beaucoup de domaines. Et même ça, dans le Yunnan, on le voit, hein. C'est-à-dire que, bon, on n'est pas à Tiroir, on n'est pas à Bêta, on n'est pas. Malgré tout, même à Yunta, ils ont quand même des domaines d'excellence, dans des domaines de pointe, dans l'écologie, dans les biotechnologies. Et on voit quand même qu'ils arrivent quand même à concentrer leurs investissements dans des domaines pertinents. Et ça, ils font plutôt bien. Dire que je pense que comment dire, leur planification économique, leur planification scientifique est assez pointue et assez efficace, en fait. Et ça, je pense que c'est un atout que peu de pays ont. Ouais. Donc, je ne sais pas si je suis pas non plus d'un optimisme béat. Je sais que le pays a des problèmes structurels, vieillissement de la population, crise immobilière latente, qui va durer quand même quelques années. Il y a aussi il y a aussi maintenant un problème qui est nouveau, hein, qui n'existait pas il y a 10 ans. Ça, c'est très flagrant, c'est le chômage des jeunes. C'est-à-dire qu'il y a 10 ans, n'importe quel étudiant qui sortait, qui avait un vague master ou un bac diplôme, il trouvait du travail tout de suite et puis il pouvait potentiellement espérer euh, avoir une ascension sociale supérieure à celle de ses parents. C'est-à-dire qu'en Chine, il y a 10 ans, tout le monde pouvait rêver d'être millionnaire. Et ce n'était pas un rêve totalement irréaliste. Bon, là, aujourd'hui, déjà, si vous trouvez un emploi, c'est pas mal, quoi. Donc là, ils reviennent un petit peu à des réalités qui rejoignent celles des pays occidentaux. C'est-à-dire que les jeunes Chinois, maintenant, ils ont des problématiques assez proches des nôtres, en fait, hein. Donc, je veux dire, leur problème, bah, c'est de trouver un emploi, pouvoir s'insérer sur le marché du travail, même maintenant, la perspective d'acheter un appartement qui était quelque chose de central dans la vie de tout Chinois, maintenant c'est un peu relégué, c'est un peu annexe, hein. Ils peuvent se contenter de louer un appartement très longtemps, d'être chez leurs parents. C'est plus vraiment le centre de leur préoccupation. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que autant les, enfin, le côté matériel de la vie qui était prégnant, qui était central avant, c'est-à-dire acheter une voiture, acheter un appartement, se marier, c'était vraiment le socle de la vie de tout Chinois. Autant aujourd'hui, j'ai l'impression qu'ils ont vu que ces choses-là sont peu moins accessibles qu'avant. Et maintenant, ils se déportent sur justement d'autres choses. Donc, on voit il y a un culte du corps qui s'est développé en Chine. Donc, l'activité sportive, c'est beaucoup développé. On voit beaucoup de jeunes qui vont dans des clubs de sport, qui font de la danse, qui font du jogging, du vélo. Bon, à Kunming, parce qu'on a un cadre qui permet aussi de faire de la pratique de ces activités sportives qui est assez privilégié. Mais même, c'est valable dans toutes les villes de Chine, hein. Notamment les clubs de sport ont connu une explosion en Chine. Et bon, voilà. Et on voit beaucoup de Chinois comme ça qui se reportent un petit peu, puisque leur désir enfin, puisque l'acquisition de biens matériels devient impossible ou difficile, et ben, il y a un petit peu une sorte de transfert vers la culture, le sport, vers le développement personnel. Voilà. Donc ça, c'est des choses qui sont en vogue en Chine. Et on voit beaucoup de jeunes, moi, qui sont vers vers des carrières de professeur de sport, coach sportif, parce que ça a la cote et il y a une grosse demande pour ça. Mm. Donc je dirais que la jeunesse chinoise est a moins d'illusions qu'avant. Elle se rapproche un petit peu enfin, leur réalité se rapproche un petit peu de celle qu'on connaît en Europe, finalement, hein. Un petit peu, une petite désillusion. On voit pas mal aussi de jeunes de jeunes qui s'habillent en noir, qui ont un petit côté un petit peu afterpunk, hein, comme on pourrait trouver en Europe.
Et voilà, on sent une certaine désillusion de la jeunesse, mais d'un autre côté, peut-être aussi une réorientation vers des choses un peu moins matérielles, et c'est peut-être pas plus mal. Alors justement, pour cette désillusion, moi, la Chine que j'ai connue, c'est vrai que c'était une Chine qui fantasmait beaucoup sur le français, notamment sur Paris. J'imagine que ça doit jouer un rôle clé dans les étudiants que vous avez à l'Alliance française, puisque beaucoup d'étudiants qui apprennent le français se rêvent d'avoir une vie à Paris, de s'installer à Paris. Est-ce que ce fantasme de la vie parisienne existe toujours ou est-ce qu'il a évolué? Si, si, il existe toujours. On a deux types de publics, enfin, on a trois types, et on va dire, on va se concentrer sur les deux premiers. On a effectivement une clientèle loisir qui veut apprendre le français pour aller en France, pour visiter Paris, pour visiter la Château de la Loire, Versailles, et ça, c'est une réalité. Il y a toujours cet attrait le luxe à la française attire toujours, mais je dirais un peu moins qu'avant, parce que le luxe en soi attire moins qu'avant. Avant, posséder un sac Louis Vuitton, posséder un sac Hermès, c'était quelque chose de sacré pour toute chinoise, entre guillemets, surtout pour les chinoises, hein, que les Chinois. Aujourd'hui, le luxe, c'est quelque chose qui attire moins. N'empêche que Paris, l'image de Paris, la ville de Paris, ses musées, son activité culturelle, ses monuments, ça attire toujours et c'est toujours une source de motivation pour apprendre le français. Une autre source de motivation pour l'apprentissage du français, qui est toujours assez prégnante en Chine, c'est le Canada. Hein, on a beaucoup en fait de Chinois qui se destinent à l'immigration au Canada et qui donc apprennent le français pour pouvoir consolider leur projet d'immigration. En apprenant le français, ils ont des facilités pour pouvoir immigrer au Canada. Donc on a ces deux publics-là. On a le public loisir qui veut apprendre le français pour aller visiter la France, connaître un peu mieux la culture française. On a bien entendu les étudiants qui veulent apprendre le français pour aller étudier en France, donc des étudiants en art, des étudiants en école de commerce beaucoup aussi. Et on a ce public qui se destine à l'immigration au Canada. Voilà, à peu près les trois grands publics pour le français. Et par rapport aux étudiants qui vraiment se démarquent, j'ai l'impression il y en a à chaque génération, vraiment des espèces de prodiges du français. Est-ce que vous avez réussi à trouver des facteurs explicatifs? Peut-être je sais pas, un environnement familial ou l'accès à certains types de ressources, ou alors une faculté à s'accaparer la langue, ou peut-être à ne pas avoir peur de faire des erreurs. Est-ce que vous avez remarqué un peu des points communs entre des étudiants, entre guillemets, prodiges par rapport aux Français? Moi, je crois que surtout ce qui différencie les étudiants, c'est leur motivation, hein. Honnêtement, quand on a des étudiants motivés qui sont prêts à consacrer du temps, en général, on note tout de suite des progrès et on note, ben, voilà, on voit leur progrès, leur niveau de français s'améliore assez rapidement. On n'a pas de baguette magique, hein. Je veux dire, peut-être que certains étudiants qui sont, comment dire, un peu extravertis, ce qui a un trait de caractère assez rare en Chine, ceux-là, en général, font des progrès enfin, plus rapides que les autres, parce que tout simplement, ils sont plus prompts à communiquer, à parler, même puis en faisant abstraction des erreurs qu'ils font. C'est-à-dire que c'est des élèves qui vont un petit peu passer outre les petites erreurs, les petites fautes, et ils vont communiquer, et à force de communiquer, ils vont justement pouvoir se faire corriger et améliorer leur français. Donc c'est un peu aussi ce profil d'étudiants qui progresse plus vite que les autres, c'est-à-dire que des étudiants qui sont un petit peu moins timides, plus extravertis, et puis après, de la motivation. C'est vrai que les étudiants, des fois, qui sont extrêmement motivés, mais qui vont passer des heures à la bibliothèque à faire des lignes ou des exercices de grammaire, c'est pas forcément eux qui vont parler le mieux français après. C'est vrai. Donc c'est pour ça que nous, on les encourage à participer à nos activités. On organise des coins français un petit peu tous les mois, on organise des activités culturelles pour justement donner une occasion à ces étudiants chinois de pouvoir pratiquer, de pouvoir parler en français avec enfin, des Français, avec des locuteurs natifs, quoi. Dans les activités culturelles que vous proposez, est-ce que vous avez remarqué certains types qui ont particulièrement du succès auprès du public chinois? Alors déjà, tout ce qui a trait avec le Canada. Donc on a fait des activités sur le Canada, ça marche beaucoup. Il y a une vraie appétence du public de Kunming pour tout ce qui a trait avec le Canada. Bon, après, tout ce qui tourne autour de la gastronomie française, ça plaît beaucoup, ça plaît toujours, hein. Je veux dire, quand on organise des activités sur le Beaujolais nouveau, sur les raclettes, bon, les galettes des rois, ça plaît toujours parce que bon, les gens sont toujours curieux de découvrir un petit peu la gastronomie française, la cuisine française, donc ça plaît. Qu'est-ce qui marche bien? Après, bon, on a fait quand même pas mal de soirées autour de la francophonie, autour de la culture africaine, ça a son petit intérêt aussi. Globalement, moi, ce que je note, c'est que le Canada attire énormément, ils sont très curieux de la destination Canada, des opportunités qui existent, et on continue à travailler là-dessus parce qu'on voit qu'on a vraiment une vraie demande là-dessus, quoi. D'accord. Donc j'imagine que c'est des profils
des familles, entre guillemets, plutôt aisées qui veulent envoyer leurs enfants pour vivre, pour commencer une nouvelle vie au Canada et s'y installer sur le long terme. Voilà. En Mm. général, le profil type sont des couples d'une trentaine d'années qui ont effectivement leur premier enfant et qui s'interrogent sur le fait de donner une éducation de qualité à leurs enfants dans un cadre peut-être. Parce que autant le cadre de Kunming est agréable, il n'y a pas de souci, c'est pas le cadre environnemental ou même économique. C'est peut-être effectivement l'éducation qui est proposée aux enfants. Alors, si vous n'avez pas les moyens de vous payer une école internationale, puis il n'y en a pas beaucoup à Kunming des écoles internationales de toute façon, bah, peut-être que pour certaines familles, c'est plus intéressant d'aller au Canada. Ils peuvent obtenir un second passeport ou une seconde nationalité et surtout garantir à leurs enfants une éducation de qualité, quoi. Donc ça, c'est un vrai désir, on remarque chez les gens qui sont candidats à l'immigration au Canada, c'est souvent à la naissance du premier enfant, s'interroge sur l'éducation qu'on va donner à son enfant et en général, c'est vrai qu'on se dit, bah, le Canada, c'est pas mal. En général, le choix de la France, ça vient en général plutôt, c'est aussi souvent le fait des pères de famille, hein, mais ça, c'est plus tard. C'est pas pour le collège ou le lycée, c'est quand les étudiants arrivent à l'université et ils se disent, bon, il serait bien que mon fils aille étudier à l'étranger. Les pays anglo-saxons étant trop chers, souvent trop onéreux, bon, la France est un petit peu une destination de second choix en disant, on offre un environnement de qualité avec une éducation quand même aux standards internationaux, mais pour un prix modique par rapport à ce qu'on devrait payer dans un pays anglo-saxon. Donc voilà, c'est un peu ça la démarche pour les études en France, hein, Ouais, c'est souvent. intéressant. Finalement, Paris est pas si cher que ça quand on compare aux Non, autres destinations. Mm. quand on inclut les frais d'inscription, Paris est une destination relativement bon marché, qu'on compare à Londres ou à New York ou des villes comme ça. Et puis après, il y a quand même quelques domaines d'excellence qui perdurent. Bon, bah, les arts, le cinéma, tout ce qui est lié au secteur culturel. Les écoles de commerce on ne pourrait pas dire que c'est forcément des domaines d'excellence, mais elles sont beaucoup moins chères que leurs consoeurs anglo-saxonnes. Donc là, il y a une différence abyssale. Et après, il y a quelques domaines, quand même, les mathématiques, dans les sciences dures, mathématiques, tout ça, où la France a encore sa carte à jouer. Intéressant. Pour parler un petit peu des recommandations, alors ça c'est une question vraiment carte blanche, donc ça peut correspondre à des découvertes culturelles ou alors des voyages que vous avez faits, des plats typiques que vous avez découverts à Kunming. Est-ce qu'il y a des choses que vous aimeriez partager avec les personnes qui nous écoutent? Kunming, en fait, c'est la ville, c'est pas la ville de la grande cuisine, comme vous pouvez avoir à Pékin, des choses comme ça, ou dans d'autres provinces de Chine. C'est plutôt la ville des xiaochi. Vous avez plein de petites choses à manger partout. Et en fait, c'est presque une autre façon de manger, en fait, hein. C'est-à-dire que c'est pas on mange trois repas par jour, vous pouvez en manger 4, 5 mini repas par jour. Donc il y a les boîtiers mixiennes, les nouilles de riz, enfin les Vermicelle nouilles. de riz? Voilà, donc ça, c'est de la spécialité locale, bien entendu. Après, vous avez des sortes de frites. Ils appellent ça yang mais c'est des frites, en fait, hein. C'est des sortes de frites de commis. Enfin, vous avez plein de petits plats comme ça. Vous avez plein de sortes de nouilles aussi, hein, parce que là, j'ai parlé des guacamiciens, mais il n'y a pas que ça. Et c'est vrai qu'avec ça, vous pouvez vous nourrir à toute heure, en fait, à tout moment. Et c'est vrai que c'est assez agréable. Surtout quand il fait beau. Mais la cuisine yunnan est très riche, très diverse. Vous trouvez des fromages, vous trouvez énormément de fruits également, hein, qui sont présents dans la cuisine. Donc, non, non, au niveau de la gastronomie à Kunming, il n'y a aucun souci. Je pense tout le monde peut y trouver son bonheur. Et alors c'est la première fois que vous êtes directeur d'Alliance française? Oui, tout à fait, c'est Ouais. mon premier poste. Bah, Kunming, c'est souvent un petit peu ça, hein, c'est souvent une alliance de premier poste, parce que c'est pas non plus la plus grosse alliance du réseau, hein, c'est une des plus petites d'ailleurs. Mais néanmoins, c'est quand même un poste très exigeant, parce qu'on a une équipe d'une quinzaine de personnes. Étant donné que c'est une petite alliance, il y a encore beaucoup de choses à faire. Donc, c'est très prenant, hein. Je veux dire, on compte pas ses heures, les journées sont longues. Et c'est très formateur aussi parce que ça permet un peu de toucher à toutes les facettes du métier de directeur d'alliance au sein d'une petite structure. On imagine mal un peu toute la panoplie de missions qu'il peut y avoir dans ces missions de directeur d'Alliance française, mais j'imagine effectivement qu'il y a beaucoup de choses à mettre en place à la fois pour les cours, pour les examens, pour les activités culturelles. Ça doit être assez diversifié. Oui, bah, vous avez le volet administratif, institutionnel, donc la gestion du partenariat avec l'université, avec la codirection chinoise, parce que vous savez que dans la spécificité des alliances de Chine, c'est qu'on a une codirection chinoise, donc qui travaille avec nous, qui représente l'université du Yunnan. Donc on a toute la partie administrative et politique, presque un petit peu avec l'université du Yunnan. Après, vous avez la partie bah, la gestion des cours, hein, éducation. C'est que moi, je ne suis pas responsable pédagogique, mais malgré tout, il faut quand même veiller à ce que la pédagogie
soit conforme aux standards de l'Alliance française, qu'on recrute le nombre de professeurs requis, qu'on ait bien des professeurs natifs qui répondent à la demande. Bon, voilà, donc la partie pédagogique. Et après, vous avez la partie, je dirais, culturelle, c'est-à-dire que diffuser la culture francophone en Chine, donc organiser des événements, mettre en place des partenariats avec les institutions locales. Et c'est d'autant plus important à Kunming qu'on n'a pas de relais de l'ambassade à Kunming. C'est-à-dire qu'on n'a pas de relais consulaire ici, on n'a pas de consulat, on n'a pas d'institut français. Donc c'est un petit peu à nous d'animer la vie culturelle francophone à Kunming. Voilà. Donc ça, c'est un peu les trois volets du travail. Et j'oublie un volet qui est comme le plus important, c'est le marketing et la communication qui nous permet d'exister et d'avoir et de faire parler de nous pour avoir des élèves qui viennent s'inscrire chez nous, quoi. Ouais, bien sûr. J'ai eu l'occasion d'avoir Elie Rosenberg dans le podcast et j'ai vu que vous aviez aussi des liens avec lui. Oui, tout à fait. Ouais. Ouais, Donc, c'est lui qui organise la fête de la musique à Kunming. Donc, c'est un des événements majeurs francophones sur la ville de Kunming. Et oui, bien sûr, on travaille avec lui. Il est venu participer chez nous pour le festival de la chanson francophone, des choses comme ça, bien sûr. On essaie de faire intervenir des personnalités locales dans nos événements. génial. Est-ce il y a d'autres Français qui font vraiment partie de la scène culturelle à Kunming? Ouais, il y en a. Oui, il y a plusieurs Français identifiés. Bon, là, il y a Elie Rosenberg, il y a aussi Miman Musa, qui est patron en fait, de brasserie à Kunming et qui est aussi ouvert des écoles de danse. Donc, il est un des grands animateurs de la vie culturelle francophone et française à Kunming. Et puis après, vous avez d'autres acteurs, hein. Vous avez Yannick Bénichou, qui est aussi un petit peu qui est conseiller au commerce extérieur, et puis qui est très actif pour dynamiser et puis faire vivre la vie locale. Après, vous avez il y a encore d'autres personnalités, hein, mais bon, je dirais, si je devais en citer trois, je vais citer ces trois-là, quoi. Merci beaucoup. On arrive à la fin de cet entretien, mais c'était super intéressant. Merci beaucoup pour votre temps. Moi de même, hein. C'est moi qui vous remercie pour cette invitation.